Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un sonnet de Louise Labbé, écrit en 1555 dans un recueil lui-même intitulé Sonnet. Louise Labbé est une poétesse célèbre du XVIe siècle qui fait partie de l'école lyonnaise, que l'on surnommait la Belle Cordière, mais dont la critique s'interroge quant à l'existence réelle ou supposée. Elle reste néanmoins connue pour ses poèmes dans lesquels elle va développer le sentiment amoureux du point de vue féminin. C'est le cas ici, puisque dans ce sonnet, elle va insister sur la douleur de la femme délaissée à la suite d'une histoire d'amour. Je passe ainsi à la lecture du texte. On voit mourir toute chose animée, lorsque du corps l'âme subtile part. Je suis le corps, toi la meilleure part. Où es-tu donc, ô âme bien-aimée ? Ne me laissez par si longtemps pâmer, pour me sauver après viendrait trop tard. Las, ne mets point ton corps en ce hasard, rends-lui sa part et moitié estimée. Mais fais, ami, que ne soit dangereuse cette rencontre et revue amoureuse, l'accompagnant non de sévérité, non de rigueur, mais de grâce amiable, qui doucement me rend de ta beauté, jadis cruelle, à présent favorable. On le voit dans son texte, Louise Labbé va développer une métaphore traditionnelle qui est celle des âmes sœurs. Simplement, elle va introduire une variation dans cette thématique qui lui permettra de complexifier la relation dont elle parle, mettant en scène un amour à la fois bénéfique et maléfique. En quoi alors la reprise du thème de l'âme sœur met-elle en scène une passion amoureuse extrême ? Pour répondre à cette problématique, je diviserai mon texte en 3 mouvements. Un premier constitué du premier quatrain dans lequel Louise Labbé va mettre en place les éléments de sa métaphore. Un deuxième dans le deuxième quatrain dans lequel l'amoureuse va supplier son amant de revenir. Et enfin, un troisième mouvement constitué des 2 tercets dans lesquels la femme délaissée va imaginer des conditions de retrouvailles favorables. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur une maxime, un proverbe exprimé au présent de vérité générale, introduit par un « on » indéfini, cette généralité étant reprise par le déterminant totalisant « toute chose animée ». Il s'agit ici, au vers 1 et 2, d'une réflexion sur la mort considérée comme la déconnexion, la désunion du corps et de l'âme. Cette désunion va se manifester concrètement à travers le passage du groupe nominal « chose animée », un seul groupe, aux 2 noms communs, corps et âme, à l'hémistiche du vers. Ils sont ici côte à côte, séparés l'un de l'autre. L'adjectif « subtil » insiste sur l'aspect immatériel de l'âme, opposé à l'aspect matériel du corps, filant ainsi la désunion des 2 instances par leur opposition. Cette vérité de fait établie, Louise Labbé opère alors une analogie permettant de créer la métaphore amoureuse. L'analogie étant l'attribution du corps à la femme amoureuse et de l'âme à l'amant. Simplement, cette union, symbolisée par l'amour, déjà rompue au vers 2, va s'accentuer encore par le renvoi du corps et de l'âme aux 2 fins d'hémistiche, par ailleurs séparées par une virgule. La désunion est de plus en plus visible de l'une à l'autre, mettant en scène par ailleurs, par le choix de l'adjectif au superlatif, la supériorité de l'âme sur le corps, l'âme étant par ailleurs éternelle alors que le corps est mortel. Ainsi, l'amour considéré comme principe unificateur de l'âme et du corps implique par sa fin et le départ de l'âme, donc de l'homme, la mort du corps, donc de la femme. Ce départ de l'âme se traduisant ainsi par la question du vers 4 qui manifeste le fait que la femme ne sait pas où l'homme qu'elle aime est. La structure du vers 4 insiste alors enfin sur la désunion totale, puisque le mot corps est présent dans le vers 3 et le mot âme dans le vers 4, mais aussi bien le corps est absent du vers 4, mettant en scène sa propre disparition. Ainsi, si les rimes embrassées montrent évidemment une thématique amoureuse, ce sont bien les rimes féminines qui embrassent les rimes masculines, mettant en scène une femme qui essayerait de retenir l'amant qui s'en va. Par ailleurs, la rime masculine, jouant sur les homophones, le verbe partir et le nom commun part, illustrerait ce transfert du même et du différent
ce transfert de la métaphore au réel. Il s'agit ici d'une variation sur l'âme sœur, puisque ce ne sont pas deux âmes à égalité, mais bien une âme et un corps, impliquant de fait la mort de la femme délaissée. Je passe ainsi à la deuxième partie, caractérisée cette fois-ci dans l'aspect suppliant par des impératifs majoritairement niés, donnant ainsi à ce quatrain une dimension de prière. Le double référentiel, induit par la métaphore, l'âme et l'homme, le corps et la femme, va se traduire ici par l'usage de la deuxième personne du pluriel, ne me laissez, qui insiste justement sur la déconnexion de l'un et de l'autre, et donc sur la mort potentielle qui est ici exprimée à travers l'adjectif « pâmé » qui désigne un évanouissement, et le complément circonstanciel de but « pour me sauver » qui impliquerait qu'un trop long évanouissement soit irrémédiable. On note par ailleurs l'effacement du forclusif de la négation, ne me laissez pas, ainsi que l'effacement du sujet du verbe tu viendrais. Ces tournures elliptiques qui se retrouvent à travers l'interjection las, contraction de hélas, vont ainsi manifester la disparition progressive de la personne qui parle à travers l'effacement progressif de son discours. La personne qui parle disparaît par ailleurs par le choix de son identification au corps, ici considéré comme propriété de l'âme par le possessif ton. Le hasard désignerait ainsi cette situation incertaine dans laquelle serait la femme délaissée, justifiant sa supplique de lui rendre son âme, désignée par la reprise du nom commun par, l'idée de moitié, insistant ainsi sur cette complémentarité nécessaire à travers ce système métaphorique, mais aussi le choix des pronoms troisième personne, c'est bien à une dissociation d'elle-même que la narratrice est confrontée. Je passe ainsi à ma troisième et dernière partie, qui s'ouvre sur une opposition à travers la conjonction de coordination à valeur adversative, mais. Ici, la syntaxe de la proposition est bouleversée, montrant ainsi le bouleversement intérieur de la personne qui parle. Il faudrait considérer l'ordre suivant, fait que cette rencontre et revue amoureuse ne soit dangereuse. On voit toujours l'élision du forclusif qui montre l'effacement progressif de la personne, et cette demande, ce souhait exprimé à l'impératif, insiste sur la dangerosité de la relation initiale. Dangerosité qui va se voir confirmée par le complément circonstanciel de manière, mettant en scène deux choses qui ne doivent pas revenir, la sévérité et la rigueur, deux éléments négatifs opposés par l'adversatif mais à un seul élément positif, la grâce. Ici, il s'agirait de mettre en scène ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler une sorte de toxicité de la relation, dans le sens où la beauté physique est l'élément positif, alors que le comportement, lui, est négatif et prévaut par sa répétition. Le préfixe « re » déjà prévu dans « rencontre » et « revue » culmine dans le verbe « rendre » au vers 13, qui permet ainsi de mettre en scène non seulement que l'amour est fini, mais qu'elle voudrait qu'il continue. L'adverbe « doucement » introduit ici cette tension entre un élément possiblement positif et des éléments clairement négatif, définissant ainsi cet amour paradoxal à travers un double système d'antithèses, une antithèse temporelle entre jadis et à présent, et une antithèse thématique entre cruel et favorable. À travers le choix du mot cruel, qui veut étymologiquement désigner le sang versé violemment, se met en place ainsi une certaine forme de tragédie de l'amour qui se verrait confirmée par l'adjectif amiable et non pas aimable, qui met en scène le fait que la femme est prête à accepter qu'il ne soit qu'ami pour pouvoir être avec lui, et par le choix final des rimes croisées entre les masculines et les féminines, mettant en scène justement cette embrassade impossible. En quoi la reprise du thème de l'âme sœur met-elle en scène une passion amoureuse extrême ? Nous avons vu que le texte était construit sur une métaphore structurelle des amants comme corps et âme. S'il y a reprise de la thématique des âmes sœurs, c'est surtout une variation sur ce thème qui est mise en place, variation qui insiste sur une profonde inégalité dans cette relation entre la femme et l'homme. La femme étant considérée à travers son aspect de matérialité et d'incomplétude, l'homme à travers son aspect de spiritualité et d'autosuffisance. L'une est dépendante
alors que l'autre est indépendant, ce qui va se montrer à travers notamment tous les processus d'effacement et la dynamique des rimes à l'intérieur du sonnet. Par ailleurs, le thème de l'âme sœur, qui est traditionnellement relié à celui de l'amour, va ainsi insister sur son aspect de nécessité. Elle valide le fait que les amants ont été faits pour être ensemble et participerait ainsi d'une forme de destin positif, de complétude du couple. Simplement ici, du fait de sa mobilisation, le thème de l'âme sœur permet d'accentuer justement la douleur insupportable de la séparation, à travers la thématique de la mort, la supplication, etc. L'amour devient, au sens propre, une passion, quelque chose qui nous fait souffrir. De la même manière, du fait de sa variation, le thème permet de révéler l'aspect potentiellement négatif de la relation qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de toxique. Il s'agit ici d'une femme abandonnée qui supplie l'homme qu'elle aime de revenir tout en renonçant à sa rigueur et à sa sévérité. Ainsi, l'ambivalence thématique choisie par Louise Labbé illustre le caractère trouble de la relation amoureuse entre plaisir et douleur au détriment de la femme. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter de la subordination dans les tercets. La subordination concerne les liens grammaticaux entre les propositions, les subordonnées pouvant être relatives lorsqu'elles complètent des noms ou conjonctives lorsqu'elles complètent des verbes. Nous en avons les deux exemples ici. Je commence par la proposition relative, qui est la plus simple à retrouver puisqu'elle est introduite par le pronom relatif qui au vers 13. Qui doucement me rend de ta beauté, jadis cruelle, à présent favorable, va ainsi compléter le nom grâce qui devient ainsi son antécédent. Pour ce qui est des propositions conjonctives, nous en avons deux, une évidente et une moins. La première est introduite par la conjonction de subordination que au vers 9. Que ne soit dangereuse cette rencontre et revue amoureuse, la conjonction que venant ainsi compléter le verbe faire, la proposition occupant ainsi une fonction COD par rapport à ce verbe. Cette proposition devient alors une proposition subordonnée, conjonctive, complétive. Pour ce qui est de la dernière proposition, elle est peu visible puisqu'il s'agit d'une proposition participiale. En effet, le participe présent accompagnant possède ici bien des compléments d'objet, sévérité, rigueur et grâce, et donc possède effectivement une fonction verbale. En tant que noyau de proposition, il répond à la question de quelle manière. Ainsi, la proposition participiale, l'accompagnant non de sévérité, non de rigueur, mais de grâce amiable, peut être analysée comme une proposition subordonnée conjonctive, cette fois-ci circonstancielle, puisqu'elle occupe la fonction de complément circonstanciel de manière.